Bienvenue à vous, content de vous retrouver pour ce FF numéro 84. Si vous nous découvrez, eh bien, livre rare ou moins rare, récent, moins récent, oui, des livres anciens ou des livres plus récents dans Funeste Fred. Et aujourd'hui, on va le rouvrir, notre abécédaire de lecteur, à deux reprises. Vous aurez deux articles, oui, pour le prix d'un. Et je vais vous lire aussi, si ça vous dit. Pareil, je vais vous lire. On retourne dans le registre fantastique, là. Un récit en deux parties d'ouverture et de clôture. Dans le fantastique, oui, je vous avais lu de lui dans l'un de nos numéros antérieurs, ça s'appelait Les autres dieux. Et ici, les dieux, et plus exactement la poésie. Et les dieux, ça fait partie, c'est de lui sans être vraiment de lui. C'est-à-dire qu'à une époque, il a effectué ce qu'on appelle toujours ces révisions des compatriotes, des Américains désireux de publier un texte dans une revue, un bouquin, mais ou qui n'étaient pas tout à fait sûrs de leur coup, ou dont on avait estimé que le taf devait être pour sûr sujet avant à examen plutôt, eh bien, pour taf, c'était le sien de procéder et ça pouvait s'agencer, mais ça j'y reviens avant la fin de notre numéro. Il y avait trois catégories de révision. Oui, il s'adonnait à trois types de révision et je dois avouer, ici, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. On va toujours dans l'édition Robert Laffont, dans la collection bouquins du début des années 90, 90, mais à quelle catégorie des trois, à quelle catégorie de révision de notre auteur correspond notre récit des dieux et de la poésie? J'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Pas encore. Et, je me suis efforcé pourtant, hein, mais à mon avis, ça va être dur. Si vous êtes en mesure de me le faire savoir, là, ce serait très bien. Mais j'ai fouillé. Croyez-moi, j'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. Un oubli peut-être de la part de la personne ayant pris, je pense que c'était Lacassin, oui, Francis Lacassin qui prenait en charge cette édition de notre auteur dans la collection bouquins. Ou peut-être n'aura-t-il pas jugé nécessaire, et nous respecterons son choix, hein, de ne pas le mentionner, hein, de ne pas même peut-être, de ne pas même le mentionner. C'est que cette histoire, de lui sans être de lui, elle est pas mal, mais on ne peut pas dire qu'elle soit à proprement parler géniale. Elle est bien, elle est chouette, hein, comme on aurait pu dire en d'autres temps, ou je ne sais trop, sous d'autres contrées, en d'autres temps, pour sûr, on l'aurait trouvé cette histoire assez chouette, mais elle n'est pas franchement géniale. Ceci dit, sans qu'il fût possible de dire qu'il s'y était, oui, pour ça, donné à fond. Vous comprenez vraiment? Eh bien, non, pas vraiment. Ceci dit, on sent qu'il est passé par là. On sent sa patte. Alors, il me les faut, ce sera mieux avec. Nous sommes en position et on attaque la poésie et les dieux, juste après la fin de la guerre. Juste après la fin de la guerre, par une soirée d'avril humide et triste, Marcia, dans son vaste salon du XXe siècle, se retrouva seule. Seule avec ses aspirations, ses désirs secrets, seule avec ses intimes pensées qui, nées dans cette pièce, s'échappaient vers l'Orient, vers les oliveraies de la lointaine Arcadie, qu'elle n'avait entrevues que dans ses rêves. Elle était entrée ici, l'esprit ailleurs, avait éteint les lustres illuminés et reposait à présent sur un moelleux divan ayant gardé pour toute clarté la lueur d'une petite lampe verte aussi apaisante qu'un rayon de lune à travers le feuillage d'une tonnelle.
Habillée d'une robe du soir noire et décolletée, elle avait toutes les apparences d'un produit de la civilisation moderne. Ce soir, pourtant, elle avait conscience de l'abîme incommensurable qui séparait son âme de tout ce qui l'entourait. Cela provenait-il de l'atmosphère étrange de sa maison, demeure froide, où les relations étaient constamment tendues, où les habitants restaient les uns pour les autres des étrangers, ou alors était-elle par un curieux anachronisme du destin né trop tôt ou trop tard, trop loin en tout cas des lieux que son esprit chérissait pour se trouver jamais en harmonie avec les laideurs de la réalité contemporaine. Pour chasser cette nostalgie qui l'envahissait, elle prit une revue sur la table près d'elle en quête de quelques poèmes qui apaiseraient son inquiétude, car la poésie était un calmant pour son esprit. La plupart du temps, elle adoucissait ses tourments. Parfois, pourtant, les vers les plus beaux flottaient en son âme comme un frais nuage de laideur et d'opacité stérile, telle la poussière sur une vitre au travers de laquelle on tente d'admirer un magnifique coucher de soleil. Tournant, tournant distraitement les pages de la revue comme pour y chercher un trésor inestimable, elle tomba soudain sur quelque chose qui dissipa sa langueur. Il sembla qu'une image précise, qu'une vision de rêve l'eût mené plus près de son but insaisissable. Il s'agissait seulement d'un fragment de vers libre, ce compromis pitoyable du poète qui ne parvient pas à maîtriser la divine mélodie des rimes. Ce morceau, pourtant, était imprégné de la musique primitive du barde qui vit et sent intensément en quête de l'extase. Sans régularité, il naissait de ces mots comme spontanément une harmonie qu'elle n'avait pas rencontrée dans les poèmes classiques et traditionnels qu'elle connaissait. Tandis qu'elle continuait à lire, tout ce qui l'entourait s'estompa peu à peu. Bientôt, il ne flotta plus autour d'elle que les brumes du rêve, brouillard pourpre parsemé d'étoiles hors du temps, où seuls se promènent les dieux et les rêveurs. L'une sur le Japon, l'une papillon blanc que rêve au chant du coucou les Bouddhas aux lourdes paupières, blanches ailes des papillons lunaires battant sur les ruelles de la ville, réduisant au silence les inutiles mèches des sonores lanternes. Au creux des mains des filles, l'une sur les tropiques, bourgeons aux courbes blanches, offrant lentement ses pétales à la chaleur du ciel. L'air est rempli de senteurs et de sons langoureux. Une flûte dans la nuit égrène sa musique d'insectes sous le pétale de lune incurvé des cieux. L'une sur la Chine, l'une fatiguée sur la rivière du ciel. Le mouvement de la lumière dans ses saules, c'est l'éclat de milliers de poissons argentés dans les eaux sombres. Les mosaïques des tombes et les temples en ruine brillent tels des perles. Le ciel se peuple de nuages, luisantes écailles d'un dragon. Dans les brumes du rêve, la lectrice appelait les étoiles en mouvement. Dans la joie de sa lecture, elle avait senti naître une ère nouvelle de chant. Elle avait reconnu Pan, les yeux mi-clos, elle répétait les mots dont la mélodie semblait se cacher derrière cette poésie en prose. Ainsi, les cristaux dissimulés au fin d'un ruisseau avant l'aurore scintillent triomphalement au point du jour. L'une sur le Japon, l'une papillon blanc, l'une sur les tropiques, bourgeons aux courbes blanches, offrant lentement ses pétales
Tal, venu des brumes, la silhouette d'un jeune homme resplendissait comme celle d'un dieu. Il portait un casque, un caducée, des sandales ailées, et sa beauté n'avait rien de terrestre. 3 fois, il agita devant les yeux de la dormeuse la baguette que Apollon lui avait donnée en échange de la conque mélodieuse aux 9 cordes. Il plaça sur son front une guirlande de myrtes et de roses. Hermès alors parla. Ô nymphe, toi dont la beauté dépasse celle des célestes Atlantides et des 3 sœurs aux cheveux d'or, chérie par Aphrodite, sanctifiée par Pallas, tu as découvert le secret des dieux qui réside dans le chant et la beauté, ô prophétesse, plus digne d'amour que la Sibylle de Cume quand Apollon vint la connaître. Tu as parlé d'un âge nouveau, car Pan soupire et s'impatiente de voir autour de lui les petits faunes couronnés de roses et les satyres anciens. Dans tes désirs, tu as deviné que les dieux ne sont jamais morts. Ils ne font, tu le sais, que rêver dans les jardins fleuris de lotus des Hespérides, au-dessus du pourpre occident. Voici qu'approche maintenant le jour de leur réveil. Bientôt périront la laideur et le froid, car ils régneront à nouveau sur l'Olympe. Déjà, près de Paphos, la mer a bouillonné d'une écume que seuls les cieux antiques ont déjà contemplée. La nuit, sur l'Hélicon, les bergers entendent murmurer des mélodies à demi oubliées. Au crépuscule, les bois et les champs frémissent et l'océan immémorial laisse entrevoir des spectacles étranges au clair de lune. Les dieux sont patients, ils ont dormi longtemps, mais n'ont rien perdu de leur puissance. Nul homme, nul géant ne pourrait leur lancer de défi. En Tartarie, les titans se tordent d'effroi et sous l'Etna en flammes gémissent les enfants d'Uranus et de Géa. Le jour approche où l'homme devra répondre des siècles d'incroyance. Dans leur sommeil, les dieux ont gagné en bonté. Aussi ne le précipiteront-ils pas, l'homme, dans le gouffre destiné aux blasphémateurs? Leur vengeance dissipera les ténèbres, le mensonge et la laideur qui ont obscurci l'esprit de l'homme, et sous le règne de Saturne auquel ils offriront des sacrifices, les mortels vivront dans la joie et la beauté. Cette nuit, ô toi, tu connaîtras la faveur des dieux, tu verras sur le Parnasse les songes que des siècles durant ils ont envoyés sur terre pour prouver leur constante existence, car les poètes sont les rêves des dieux. À chaque siècle, l'un d'entre eux a chanté, sans le savoir, le message des jardins de lotus au-delà de l'Occident. Voilà, pardonnez-moi, oui, et encore un petit bout ici pour en finir avec la part une par one, hein, c'est traduit de l'anglais américain. Hermès souleva la jeune rêveuse dans ses bras et l'emporta à travers les cieux. Permettez que je me rince le gosier une seconde. Et ça ira beaucoup mieux. Pardonnez-moi, c'est rare quand ça se produit aussi rapidement en cours d'enregistrement. Oui, je vous dis, les périodes d'entre-deux, hein, d'entre-deux saisons comme ça, c'est pas... Pour votre serviteur, ce n'est pas franchement l'idéal. C'est Howard Philippe, oui. H.P. Lovecraft, La poésie et les dieux, suite et fin, au terme de ce funeste Fred numéro 84. Notre abécédaire. Bon, alors, il y aura d'abord
Le second article, on ira à la lettre J. Oui, J, ce sera J comme journal, journal intime plus précisément. Et avant, je vous propose d'aller dans V. V, non pas V comme diraient nos amis hexagonaux, V comme Wallonie, hein. Non, Wallonie, oui, chez nous, dans notre petit royaume, on prononce le W de Wallonie comme ça, mais je sais que vous aimez le prononcer Wallonie, comme dans, oui, les wagonnets qui traversent notre Wallonie pour les wagonnets qui longent la Wallonie. Je pense que vous avez parfaitement saisi, hein, au besoin, hein, pour la démonstration. Oui, en France, wagon, Wallonie, et en Belgique, eh bien, on prononce le W. Pas celui de W machin chose, hein, ou de Washington, ici. Dans notre langue à nous, dans notre langue de Molière à nous, et je vais avoir l'occasion en cours de route. Ça ne va pas, non, ça ne va franchement pas traîner, tarder, d'évoquer encore. Tout comme H.P. Lovecraft, il y aura d'autres, on croisera d'autres auteurs de langue anglo-saxonne dans le courant de ce numéro, mais je disais tout ça pour aller à la lettre V. Oui, V, pas non plus comme Wagram, hein. La bataille de Wagram en langue teutonne, en localité en langue teutonne, là. C'est encore autre chose, mais bon, je dis bien la lettre V, non comme Wagram, mais comme vécu. L'une des choses les moins évidentes dans le chef de votre serviteur. Oui, lorsque d'aventure je tentais de partager mon ressenti de lecteur, hein, abécédaire de lecteur, eh bien ressenti en tant que tel, là où j'ai eu l'une des fois où j'ai eu le plus dur à faire passer ça, c'était lorsque, et pourtant ça me semblait assez évident, à concevoir, à envisager le fait que certains livres, il fallait peut-être mieux. Ça pouvait, hein, je suis entièrement d'accord. Ça peut varier, fluctuer très fort en fonction d'un individu à l'autre, hein, en fonction de la personne, de l'expérience du vécu d'une personne à l'autre. Il est vrai que ça pourra terriblement fluctuer. Et d'ailleurs, je l'ai dit, votre serviteur, il en était encore à coucher de c'est peut-être encore le cas si ça se trouve, mais à coucher de ces niaiseries pas possibles, en se figurant que ça pourrait être perçu un jour comme un semblant de littérature, des niaiseries pour ne pas dire autre chose pas possible, un âge où quelques-uns des plus grands auteurs partant quelques-uns des plus grands philosophes, des plus grands penseurs contemporains avaient déjà pris congé de nous. Alors oui, hein, certes, c'est pas à moi qu'on va la faire pour ça, hein, ça peut varier très fort en fonction d'un individu à l'autre, le cas échéant de sa formation livresque et intellectuelle aussi, mais n'allons pas très vite. Et lorsque j'essayais de faire comprendre qu'il fallait peut-être mieux attendre avant d'attaquer la lecture de certains ouvrages, je ne dis pas que j'avais des réactions, ce n'était pas systématiquement hostile, mais comprenez, c'était dur à faire passer, chez les personnes qu'il m'a été donné de fréquenter, qui se proclamaient d'une intelligence comme c'était là encore pas possible à concevoir et imaginer, à la fois d'une intelligence, oui, qui se proclamait comme telle, et partant, et en même temps les plus à même de refaire le monde, mais ça, on calait là-dessus, hein, là, comme ailleurs, on calait beaucoup. Et oui, ça peut oui, on l'a dit, ça peut varier en fonction d'un individu, c'est que je ne vais pas insister, sur l'aspect de formation intellectuelle, de formation, en ce qui me concerne, je me contenterai de parler de parcours
de vécu sur le plan livresque. Comprenez, lorsque vous vous rendez compte qu'entre 2 dates, entre 2 époques, il y en a tout de même, pour bouquins, il y en a tout de même, oui, qui sont, comme passés par là et figurez-vous qu'à l'âge je devais avoir 23 ans, je l'avais emprunté à la bibliothèque municipale, je m'étais mis dans l'idée de lire ceci, qui est un des meilleurs essais de littérature, oui, un des meilleurs essais de littérature qu'il m'ait été donné jusqu'à présent de lire, à 23 ans quand je l'avais, oui, je l'avais pris à la bibliothèque, emprunté, à la municipale, ça n'avait pas été du tout, je ne mais vraiment que dalle. Je ne comprenais rien, mais oui, absolument que dalle et au bout d'un moment, j'avais dû renoncer et je pense que ça devait être, donc à 23 ans et quand j'en ai fait la lecture, après en avoir fait l'acquisition, je l'avais acheté là, hein, je l'avais vu en bouquinerie, je devais avoir 38 ans, ouais. Donc 15 ans avaient passé et pas que, il faut croire, 15 ans entre 28 et 38 et il faut croire que, d'autres livres, entre-temps, bah, oui, hein, vous là aussi, hein, je vais pas vous faire un dessin, le dessin d'un bouquin, de plusieurs bouquins, car oui, de fait, il y en avait plusieurs qui étaient passés entre les 2 et comme du petit lait, là, c'est passé comme du petit lait ce livre, cet essai, c'est, l'essai sur Charles Maurras dans la collection. C'était oui, que je ne dise pas de bêtises, édition universitaire, oui, dans la collection des vous savez, les petits bouquins sur les écrivains. On en trouve encore assez bien chez les bouquinistes, les bons bouquinistes, hein, mais il y a toujours, chez un bon bouquiniste qui a un bon département sur la littérature, et ils ont leurs petits j'espère qu'il en va, toujours comme ça. Je vous dis, je les fréquente, de moins en moins aux éditions universitaires, Paris, Bruxelles, en 1952, le Charles Maurras, l'essai sur Charles Maurras dans cette collection de c'était l'historien, oui, Moore, hein, du Moore, l'historien Michel Moore, en 1952, il avait écrit sur Charles Maurras cet essai, hein, précieux, incroyable, incroyable, oui, il est, peu importe, hein, ce que peut vous inspirer ici Charles Maurras. Je ne suis pas, maurassien, mais ça ne me semble pas très important sur le coup de le préciser. Mais, voyez, hein, c'est l'exemple le plus frappant, en préparant cette émission ou en faisant mine, c'est l'exemple le plus oui, je me suis dit: «S'il y en a un que je dois montrer en guise d'exemple pour ça, ce sera celui-là, le Michel Moore, dont vous trouverez les références en partie description, comme pour tout comme d'habitude, tous les bouquins dont il aura été question dans notre numéro. C'est que je me retrouve assez dans. Je vous avais dit qu'on allait parler d'autres auteurs anglo-saxons, hein. Je m'identifie, pour ce qui est là de me retrouver dans le titre du livre. C'est un recueil de nouvelles de cet auteur américain fameux. Oui, qui, il est 89 ans, 89 ans cette année, c'est monsieur Thomas Pynchon. Oui, Thomas Pynchon et quand il était, plus jeune, nettement plus jeune même, ça doit remonter à l'époque du président Kennedy, hein, il avait écrit son livre, son recueil de nouvelles L'homme qui c'est comme moi, voilà, l'homme qui apprenait lentement, mmh. Oui, le bouquin de Thomas Pynchon, L'homme qui apprenait lentement, si ça vous dit, vous le trouverez, dans la collection Point et c'est oui, Point, c'est chez Seuil. Thomas Pynchon. Pourquoi nous parle-t-il d'un homme qui apprenait lentement? Eh bien, je ne spoilerai rien puisqu'aujourd'hui, je ne vais pas spécialement m'arrêter. Je n'ai pas fait le choix de m'arrêter spécialement aujourd'hui sur Thomas Pynchon, mais j'aimerais revenir quelques instants sur une compatriote à notre Thomas, hein, bientôt, oui, hein, bientôt nonagénaire, notre Thomas, bientôt qui va tout doucement sur
Les les 90, oui, il est vrai, c'est sa légende, hein, et il a généré, j'ai pu remarquer qu'il y avait tout de même, ça circule encore assez bien à son sujet, des légendes urbaines, comme on dit, hein. Sa réputation d'être l'un des écrivains américains, si pas les plus reclus, hein, peut-être pas reclus, non, hein, mais les plus mystérieux et les moins évidents à rencontrer, et qui se confie le moins en général. Et quand on le questionne là-dessus, qu'on a la possibilité de le questionner là-dessus, en général, il y répond: «Ben, que voulez-vous? Si les journalistes n'ont jamais aucune idée de oui, s'ils ne savent jamais quelles questions ils doivent me poser, voilà». C'est donc on va pas plus loin avec Thomas pour aujourd'hui, mais j'aimerais revenir sur une compatriote à lui dont je vous ai entretenu la semaine dernière. Je vous avais dit qu'on allait tout doucement, vous alliez les voir, les autres recueils de l'édition de sa poésie, enfin dans notre langue. Anne Sexton, oui. Mais avant, on va attaquer directement, on va attaquer notre second article. Là, j'ai dit qu'on allait à J comme journal intime. Oui, J comme journal intime. Il y a à toutes les. On a toujours rencontré des individus qui, oui, à partir d'un moment s'adonnaient à la gestion, et qui avaient entrepris, à partir d'un moment, entrepris l'écriture d'un journal intime, hein, qu'ils aient pris aussi l'habitude à certains moments, comme dans un des bouquins qu'on verra aussi un peu plus loin, de parler à leur journal comme un interlocuteur. Voilà, oui, dans pas le suivant, mais dans celui d'après, il y a ce cas de figure, qu'on rencontre volontiers. Ci et là, on rencontre ça, hein, la personne qui tient le journal, qui s'adresse à son journal. Alors oui, ça a toujours existé, le journal intime, et je n'ai franchement pas envie de me questionner davantage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, quand on dit que telle ou telle production à succès anglo-saxonne dans le courant des 30 dernières années à présent, à mon avis, oui, et pas besoin là de la citer, la production anglo-saxonne en question, le journal de trois petits points, vous savez, qui aurait permis de remettre au goût du jour un registre que de plus en plus on tenait comme tombé en j'ai souvent vu ça, hein, que le journal intime était plutôt tombé en désuétude, de nos jours, mais que des productions à succès dans des registres, nettement plus commerciaux. Et sur ce point, je ne dis pas ça pour vilipender, je vous dis, je ne cherche pas à savoir si vraiment ou non c'est ça qui a permis de remettre au goût du jour, qui a fait il y a eu quelques décomplexions pour ce qui était de publier à nouveau des journaux intimes, mais je pense que il faut bien se dire que, par définition, oui, par définition, un auteur, on ne publiera son journal intime que s'il a acquis une certaine notoriété, hein, une assez large notoriété. Si sur un circuit plus marchand, si vous voulez, c'est devenu une personnalité, oui, dont la notoriété sur ce plan, franchement, oui, alors là, s'il a envie, après 2 ou 3 cartons, 2 ou 3 best-sellers, comme on dit, de nous servir son journal intime, les éditeurs n'auront pas d'objection spécialement à faire, hein. À mon avis, non, pas, spécialement. Ils ne risquent pas, dans l'absolu, d'en rencontrer des masses d'objections de la part des éditeurs. Mais
Pour ce qui est de la littérature, dans une acception un peu plus classique, un peu plus traditionnelle et si on embrasse temporellement, si on remonte en arrière jusqu'à l'avant-siècle dernier, on est sûr d'une chose, c'est qu'un écrivain n'avait des chances de pouvoir proposer de son vivant à l'édition sérieusement son journal intime qu'après oui, vous avez saisi, qu'après avoir fait ses preuves et de préférence pas que dans un seul domaine, hein. S'il avait fait ses preuves, aussi bien dans le roman que dans l'essai, hem, les drames scéniques, hein, le théâtre, pour la scène, aussi bien pour le roman que pour les pièces de théâtre, les essais et dans d'autres registres encore, alors là, hein, on commençait à publier quelques volumes de son journal intime. Marcel Jouandeau, n'était pas spécialement, qui a beaucoup écrit, mais qui ne vendait pas énormément, hein, qui n'entrait pas, pour sûr, dans la catégorie des best-sellers, hein. Ça fait un peu ringard aujourd'hui, je sais, mais le terme acquis à partir d'une époque pour les gros succès livresques qu'on a privilégiés. Marcel Jouandeau, dans les 30 dernières années de sa vie, dans ces eaux-là, il a publié près d'une trentaine de volumes de ce qu'il avait appelé ses journaliers, hein, son journal intime à lui. Oui, qui couvre, qui va de l'après-guerre jusqu'à la fin des années 70. Il y a, près d'une trentaine de volumes, mais c'est qu'il en avait déjà publié pas mal avant et pas et dans d'autres registres, pas mal de romans, pas mal d'ouvrages, alors non pas davantage perçu comme plus sérieux dans l'absolu que le journal intime, mais il y avait cet agencement, voilà, cette filière qui devait, je ne sais pas si c'était quasi rituel, mais ça faisait partie de la filière, du cheminement, sur le sentier de la reconnaissance, pour sûr. J'ai donné un exemple et je me demandais si, avec Marcel Jouandeau, j'aurais pu en donner d'autres, mais je pense que ça ira très bien. Et oui, pour le journal intime, je me posais cette question au temps où nous sommes, précisément, quand on dit que ça fait moins ringard, ça fait moins désuet, de proposer un journal intime depuis bon allez, on va la citer si vous voulez, la Bridget, hein, la Bridget Jones, depuis, Bridget, et ça ferait moins ringard de proposer à la publication un journal intime, encore qu'il y a journal intime et journal intime, hein, sur le plan du traitement si on entre, au moins partiellement dans la fiction, mais j'y arrive, tout de suite et je me demandais simplement si de nos jours, quand on voit ce qu'on peut mettre sur une fois encore, quand on voit ce qu'on peut mettre sur le marché du livre et hein, ce qu'il en va de nous, globalement dans ce que, pour parler là comme monsieur Richard Millet, on pourrait parler aussi de ce qu'il en va de nous dans cette vidéosphère, dans ce qui est devenu de plus en plus cette vidéosphère contemporaine. Ça, c'était la formule de Régis Debray pour parler comme Richard Millet, comme monsieur Millet. Eh bien lui, Mmh, il parlait de cette réification communicationnelle de notre langue française, hein, à l'écrit, hein, oui, hein, de ce que nous faisons de nous, on pourrait épingler en épinglant juste ça, voilà, le narcissisme des RS, des messages sur les RS, pour ne dire que, ces dits réseaux sociaux on avait assez vite, et on avait bien fait, je crois, hein, laissé tomber le terme de socialisation. Diable que ça, c'était ambitieux, hein, pour s'en tenir à réseaux sociaux, hein. On aurait dû tout de même mettre les guillemets, et tant qu'à faire, vous savez, les croches ouvertes sur l'extérieur, comme lorsqu'on tombe, lorsqu'on écrit quelque chose, qu'on reproduit à l'écrit, quelque chose qu'on a simplement entendu phonétiquement,
là, sur le coup, parce que c'est Sociome, à mon avis, qui doit vouloir dire autre chose. Et quand je oui, alors là, je me demandais si compte tenu de tout ça, hein, je ne suis pas venu placer ma marchandise, non, je n'ai pas ce n'est pas en chantier chez votre serviteur. Pour sûr, mais je me demandais, imaginons un jeune écrivain ou un écrivain, mais qui, comme premier livre, de nos jours, aimerait se proposer un journal intime à partir du moment où il écrit très bien et où il est très original, hein. Supposons, je ne vois pas, compte tenu des paramètres que oui, en vis-à-vis, je ne vois pas pourquoi on devrait davantage, oui, faire obstacle, hein, lui faire, obstruction à son projet d'édition de journal intime. Et quand je dis qu'il y a journal et journal, c'est que vous pourrez avoir affaire, il est vrai, donc je ne sais pas, hein, c'est renvoyé à votre appréciation pour un auteur dont ce serait le premier livre, un journal intime. Mmh. Est-ce que ce n'est pas un peu, dépasser la filière, la filière classique ou traditionnelle, je ne sais trop, que nous évoquions? Alors oui, c'est clair que vous allez tomber facilement sur, des journaux intimes, qui, seront des mix de journal intime et de fiction, et ça pourra revêtir l'aspect d'un journal intime, de la fiction, ne serait-ce que sur le plan partiel. Oui, un journal intime, je donnerai comme exemple le journal de raison, apocryphe, hein, ça peut être d'un personnage ayant réellement existé, apocryphe, par conséquent, comme on dit. Je citerai le merveilleux journal de raison d'un roi fou d'André Frénéaux sur la vie, c'est Louis II de Bavière qui s'exprime dans ce journal. Mais, comprenez, on entre en caméra subjective, le narrateur n'est l'auteur n'est pas le narrateur, on entre en caméra subjective dans l'univers de ce journal intime qui ne fait qu'un avec ce qu'on verra comme une forme de oui, immanquablement de production romanesque, hein. Un mix parfait dont je vous donne l'un des exemples les plus réussis, le Louis II de Frénéaux, le journal de raison d'un roi fou. Ou alors, vous aurez des journaux intimes qui seront enchâssés dans un roman, comme dans celui que vous allez voir dans quelques minutes, ce journal dont je vous ai déjà parlé, d'une fleur abîmée, d'une compatriote à votre serviteur. Et oui, ce journal d'une fleur abîmée, on fait la connaissance au début, c'est comme ça débute comme dans un roman classique, oui, pour ça, pour la narration. On fait la connaissance d'un groupe de jeunes qui vont explorer une bâtisse qui a été incendiée quelques années plus tôt et dans les vestiges, dans les ruines, dans ce qui reste de l'habitation, à un moment donné, ils tombent sur ce qui va s'avérer être ce qui a survécu d'un journal intime. Le journal intime d'une jeune femme. Et c'est le journal d'une fleur abîmée de ma compatriote Diane Bordicnon. Je reviens sur ce bouquin tout de suite, mais avant, hein, oui, pour illustrer J comme journal intime, je vais vous remontrer la couverture. Ce n'est pas la première fois, mais je vous avais dit, hein, que j'étais bien décidé à me le procurer. Je l'ai acheté. Alors, la couverture, à proprement parler, ce sera la première fois. En guise d'illustration, pour J comme journal et en guise d'illustration, là, vous allez voir une couverture et vous, en guise d'illustration, et en plus, je vais vous lire un petit fragment du texte d'introduction. Hein. Littérature anglo-saxonne encore, eh bien, on revient. Quelques instants, on revient à Anne Sexton. Allez écouter le numéro de la semaine dernière, notre numéro précédent. Je vous avais montré le tome 4 aux éditions des femmes, la traduction de Sabine Heine, et vous allez voir aujourd'hui le tome 3, Folie, fureur et ferveur, couvrant
regroupant les œuvres poétiques de 1972 à 1975, de 72 à 75, Anne Sexton. Petit à petit, chaque chose en son temps. J'aurai l'occasion de vous montrer, on procède à reculons, il faut croire, alors j'aurai l'occasion de vous montrer le 2 et puis le 1, en attendant le 3. Le tome 3 d'Anne Sexton, Folie, Fureur et Ferveur, et comme je l'avais indiqué en note la semaine dernière, à ne pas donner à des personnes trop jeunes ou trop immatures ou trop instables, pour sûr, hein, pour lecteurs avertis. L'œuvre d'Anne Sexton. Et alors, en guise d'illustration, ça c'était en guise d'illustration pour ce qu'on avait dit sur Vécu, par rapport à certains. Eh bien, je vais vous lire ce qu'a écrit, ce qu'elle a écrit, elle, notre traductrice, notre Sabine. Elle nous dit ceci. Voilà. Hein, j'avais 27 ans quand j'ai commencé à lire Anne Sexton en 1999 dans la banlieue de Boston. Elle avait 27 ans en 99 comme moi. Oui. Donc on est de la même gêne, hein, on arrivera d'autant mieux, je crois, à se comprendre. Alors elle nous dit, j'avais 27 ans quand j'ai commencé à lire Anne Sexton, en 99 dans la banlieue de Boston, là où elle a grandi et vécu. J'ai aujourd'hui 52 ans au moment de la rédaction, bien qu'à l'époque j'avais senti l'importance de l'œuvre de Sexton, c'est ça qui est important, hein. Bien qu'à l'époque j'avais senti l'importance, si j'éprouve physiquement que l'on m'arrache le dessus de la tête, je sais qu'il s'agit de poésie. Ça, c'est d'Emily Dickinson, dans une lettre à Thomas Higginson de 1870. 70. Donc, elle nous dit, Sabine, bien qu'à l'époque, en se référant à Emily Dickinson, elle-même citée par Anne quelque part, bien qu'à l'époque j'avais senti l'importance de son œuvre à Anne, je manquais de maturité. Et il m'a fallu m'accrocher pour la lire. Il m'a fallu aimer et souffrir et devenir mère et prendre de l'âge pour mieux appréhender ce travail féministe et autobiographique qui élève le désir, les émotions, les passions et la consolation du fait qu'il est centré autour du corps féminin, sa splendeur, son amplitude, ses imperfections, ses blessures, ses transformations, ses enfantements, ses mots, sa générosité, sa résilience. Et comprendre à quel point les attentes aberrantes à son égard peuvent ficher en l'air un esprit saint et mener une femme à se foutre en l'air. Pardonnez-moi cette vulgarité, c'est la colère qui veut cela. En consolation, la consolation, c'est bien Anne Sexton qui n'a cessé de nous l'offrir avec sa poésie, grâce à laquelle elle, citation de nouveau d'Emily Dickinson, la consolation, c'est bien Anne Sexton qui n'a cessé de nous l'offrir avec sa poésie, grâce à laquelle elle demeure dans le possible à jamais. Sabine Heun, dans son texte de présentation du volume 3 d'Anne, Folie, Fureur et Ferveur. Je pense que, en guise d'illustration aussi, en sus de la couverture, ça dit tout. En guise, oui, en guise, pour illustrer, pour rejoindre notre propos, je l'espère, ça résume, ça dit tout. Ces propos de Sabine. Eh bien, on s'achemine tout doucement vers la clôture de notre numéro, suite et fin du texte de Howard Philip Lovecraft. Illustration pour journal intime. Alors, il s'agissait ici, en guise de couverture de bouquin, pour bouquin, celui de Diane, je l'ai dit déjà. Elle a 16 ans. Je ne formulerai pas d'appréciation critique.
Je n'y tiens pas. Non, je vous ai dit les raisons qui ont fait que j'ai éprouvé l'envie de me procurer cet ouvrage. Vous irez écouter, je pense que ça doit être dans le numéro 80. Si je me... C'est normalement dans le 80. Si je me suis gouré, je me corrige. En commentaire, je me corrigerai, mais oui, dans le numéro 80. Je vous avais parlé, la saison, elle est en cinquième secondaire, comme on dit chez nous, en Belgique. Elle termine sa cinquième année d'enseignement secondaire dans l'établissement où je suis passé à une époque et je vous avais dit, je ne serais pas en mesure de... Ça vaut ce que je viens faire ici, mais pour sûr, je ne serais pas en mesure de vous parler de littérature comme je le fais si je n'étais pas au moins si je n'avais pas séjourné dans cet établissement. Oui. En quatrième et plus encore comme elle, cinquième secondaire. Donc je l'avais déjà dit, mais je le rappelle, et j'avais dit d'autres choses aussi, hein, ça ne vous interdit pas d'aller l'écouter, notre numéro 80. Je vous avais montré dans le 80, vous n'aviez vu que le folder. Oui, elle allait faire une présentation de son livre dans un très beau site qui se trouve tout près de, de son établissement, de son école à Diane. Je vous l'avais dit aussi déjà, son patelin, c'est Estine. C'est pas très loin du Binche en Hainaut, en Belgique, de votre pileux serviteur. Diane Bordicnon, journal d'une fleur abîmée, c'est sorti. Son éditeur, pardonnez-moi, c'est... Oui, c'est chez Être vu, de toute manière, c'est en partie en description. Être vu pour être lu, édition. Et si je vous ai raconté hein, comment ça se passe au début avec ces jeunes qui explorent comme ça, qui font leur petit numéro d'urbex, comme on dirait sur certaines fréquences youtubesques. Alors, je vous ai, comment ça se passait au début, la part de fiction, quelle est la part de fiction et quelle est la part qui puise dans des faits réels, de l'authentique, hein? Vous aviez saisi aussi, je ne sais pas. Il faudrait que je l'interroge, notre Diane, que j'ai l'occasion de la rencontrer, de lui poser la question. Et ce qui a attiré mon attention, et je vous le rapporte, c'est ceci, d'ouverture dans son bouquin. On nous dit les propos relatés sont assumés par l'auteur. Ils n'entraînent pas de facto la responsabilité juridique de l'éditeur. Nous espérons que dans l'absolu, de problème, ma chère Diane, tu n'en auras pas. Alors, je n'ai pas encore achevé la lecture. Je vous ai dit pourquoi. J'en reparle, je peux en reparler, je peux y revenir encore. Vous lire, si ça vous dit, vous lire des fragments de ce journal intime, hein, à partir d'un moment, on a affaire. Après, oui, à partir d'un moment, on entre dans la partie journal intime. Nathalie, oui, l'héroïne, c'est Nathalie, journal d'une fleur abîmée. Diane Bordicnon, être vue pour être lue. Et je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi. Un petit peu d'actualité avant de replonger dans Lovecraft avec tristesse. Oui, on vient d'apprendre la disparition à 56 ans de Marjane Satrapi, à qui l'on devait Persépolis, je me souviens. Chez une amie, on avait fait cadeau à une amie chez qui je me trouvais du premier tome juste après parution, oui, à la publication initiale de Persépolis, du premier tome, on en avait offert un exemplaire à une amie chez qui je me trouvais. Rien que de parcourir comme ça, la première fois d'entrer, rien que où je n'avais alors rien fait de plus que simplement parcourir, ça m'avait déjà fait une assez forte impression. Je m'étais dit, ça, c'est quelque chose de rudement mené et qui va sortir assez des sentiers battus.
des sentiers battus ou pas autour de son pays d'origine, hein, à Marjane Satrapi. Oui, c'est une très triste nouvelle de la disparition de notre amie Marjane. Et aujourd'hui, nous sommes le 4 juin et c'est le 55e anniversaire. Je vais vous montrer l'édition la plus récente d'un de ses ouvrages. C'est le 55e anniversaire de Georg Lukács en 1971-1971. Hein. Comme ça, au besoin, vous apprenez le français belge, le vis-à-vis français, français belge, comme je faisais à une époque où j'étais chargé de ce qu'on appelait l'option français langue étrangère. J'ai fait ça, entre autres, toute une époque et j'apprenais, oui, à mettre en vis-à-vis, donc au besoin, hein, si ça a pu, si j'ai pu vous enseigner la chose et si vous n'aviez pas à l'apprendre, hein, si c'était inutile de ma part, alors tant mieux pour vous, tant mieux. Et la réédition, à ma connaissance, la plus récente d'un Georg Lukács, ce philosophe qui a tant écrit sur la littérature, oui, ça, sur la littérature historique, le roman historique, hein, entre autres. Et ici, je vais vous montrer Grandeur et Décadence. C'est chez Critique que vous pouvez vous procurer Grandeur et Décadence de l'expressionnisme. Grandeur et décadence de l'expressionnisme qui est suivi de Il y va du réalisme de Lukács. 55e, il y a 55 ans, jour pour jour, disparaissait notre Georg Lukács, homonyme, originaire comme lui, oui, du côté du Balaton, dans ces eaux-là, du côté du Balaton, originaire de la même contrée, son homonyme réalisateur de cinéma d'une trilogie de SF, hein, qui, à la fin des années 70, et chez nous on dit 70, voilà, bravo. Bon, je plaisantais, 55e anniversaire de la disparition de Georg. Suite et fin, Howard Philip Lovecraft, la poésie et les dieux. J'espère que ça vous a plu, notre petit numéro. Je pense qu'il est impératif de me rincer de nouveau le gosier. Pardonnez-moi, mais on enregistre d'une traite, hein. C'est dans le concept apprendre ou à laisser de notre FF. Je reviens. Alors voici suite et fin de nos dieux et de leur poésie. Je ne les ai pas égarés. Rendez-vous dans une petite semaine pour notre numéro 85. Alors on retrouve notre héroïne du récit de Lovecraft et en compagnie d'Hermès, Mercure, oui, le Mercure, Mercure psychopompe, il va sans dire. Entre autres, ici, il a entre autres cette fonction-là, pour sûr. Si on gratte un peu, oui, Hermès, Mercure. Oui, il y avait trois catégories dans les travaux de révision de Lovecraft. Il disait faire ça, oui, avec une visée nettement financière, mais ces biographes, ces spécialistes rapportent que il ne touchait pas des montants, en tout cas, c'était pas très élevé, ou si c'était des montants réclamés par lui, on ne peut pas dire qu'il les réclamait, loin s'en faut, des montants faramineux à ses clients, hein. Alors, on se dit, il devait y avoir d'autres motivations pour s'investir dans cette activité, peut-être, il aimait bien peut-être placer, truffer ses récits de codes, d'allusions à ses propres créations. Oui, il y a pas mal d'allusions, codées ou pas, à ses propres personnages, à ses propres récits et créations à Lovecraft dans ses travaux de révision. Alors il y avait trois catégories. Il y avait d'abord ceux où il ne faisait pour ainsi dire que relire, corriger, faire des retouches, quelques petits signalements. Et là, on peut
conceptualisé tout du moins qu'il réclamait des sommes dérisoires, pour ça. Et la seconde catégorie, on pouvait le considérer comme co-auteur, et puis il y avait la troisième et dernière où c'était carrément du travail, et comme ce fut le cas avec Houdini, le magicien Houdini, hein, quand Houdini a publié sous son nom Prisoners of the Pharaoh, prisonnier des pharaons, c'est Lovecraft, hein. C'était Lovecraft derrière, bien sûr, ce prisonnier des pharaons, désormais inclus dans toute bonne anthologie Lovecraftienne qui se respecte un tantinet. Oui, hein, oui, on pouvait parler d'un travail comme ça pour Houdini, dans Prisonnier des pharaons. Alors, qu'advient-il à présent de Marcia et de Mercure? Des brises venues de, du sommet de l'Aeolas les menèrent au-dessus des mers chaudes et parfumées. Ils se trouvèrent soudain devant Zeus, tenant sa cour sur le Parnasse. À la droite de son trône d'or se trouvaient Apollon et les Muses, et à sa gauche Dionysos, couronné de lierre et les bacchantes resplendissantes de plaisir. Marcia n'avait jamais vu, même dans ses rêves de l'au-delà, pareille merveille. Cependant, elle ne fut pas trop éblouie par cet étonnant spectacle, comme elle l'eût été dans l'Olympe sublime, car dans cette cour moins altière, le Père des dieux avait atténué son éclat afin que les yeux des mortels passent en supportèrent la vision. À l'entrée de la caverne coricienne, tout ornée de lauriers, 6 personnages étaient assis en rond. La jeune fille se souvint d'avoir vu leur portrait et les reconnut. Il n'était autre que le divin Homère, Dante, l'immortel Keats, le bien-aimé des muses. Il y avait aussi Shakespeare, l'immortel, Shakespeare, Milton, l'explorateur du chaos, Goethe, le cosmique, et Keats, le bien-aimé des muses. C'étaient eux, les messagers des dieux chargés de dire aux hommes que Pan n'était pas mort, car ce n'est que dans la poésie que les dieux parlent aux hommes. Le maître du tonnerre parla. Enfant de ma lignée immortelle, en vérité tu es ma fille. Regarde sur ces trônes d'ivoire nos messagers augustes. C'est par eux que dans les paroles et les écrits des hommes subsistent les traces de la beauté divine. Longtemps nous avons rêvé dans les jardins fleuris de lotus. Le moment approche où nos voix ne seront plus silencieuses. Le temps du réveil et du changement arrive. Phaéton, une fois de plus, a conduit son char très bas dans le ciel, ravageant les champs, asséchant les cours d'eau en Gaule. Les nymphes solitaires aux cheveux en désordre pleurent auprès des fontaines taries. Au bord des rivières, les pins sont devenus rouges du sang des hommes. Arès et son équipage ont quitté les Hespérides à leur tour. Démos et Phébus se sont gavés de paradis artificiels. Télus se ronge de chagrin et les visages des mortels sont semblables à ceux des Érinies. Au milieu du chaos, notre plus jeune messager s'apprête à annoncer sa venue. C'est lui que nous avons choisi pour fondre en un ensemble glorieux toute la beauté que le monde a connue. Ces mots se feront l'écho de la sagesse et de la bonté du passé. C'est lui qui proclamera notre retour. Nos guides ont été ces hommes que tu vois assis à l'entrée de la grotte coricienne. Dans leur chant, tu reconnaîtras les notes sublimes qui sont notre marque. Écoute bien leurs paroles. L'un après l'autre, ils vont chanter pour toi. De nouveau, tu entendras ces notes dans la poésie future qui viendra apporter en ton âme plaisir et paix. Mais il te faudra attendre, de longues heures attendre. Oui, il te faudra attendre de longues années encore. Comme Alphée qui enfouit ses eaux dans l'âme d'Hélas ressurgit dans la lointaine Sicile sous la forme de la cristalline aréthuse, ainsi chaque note qui réintégrera son antre secret
t'apparaîtra plus tard, après ton retour sur la terre. Alors, Homère se leva. Le plus ancien des bardes, il prit sa lyre et chanta son hymne à Aphrodite. Marcia ne connaissait pas le grec, mais elle perçut dans ce message le rythme secret qui n'a pas besoin d'interprète. Les chants de Dante et de Goethe fondirent l'azur de leur mélodie merveilleuse. Des accents connus résonnèrent enfin aux oreilles de la rêveuse. C'était le signe d'Avon. Autrefois Dieu parmi les hommes, aujourd'hui Dieu parmi les dieux. Écris que du cours sanglant de la guerre, mon Seigneur bien-aimé, ton cher enfant se hâte de rentrer. Bénis-le dans sa demeure, tandis que je sanctifierai son nom à distance. Des accents plus familiers encore, se firent entendre lorsque Milton, qui avait recouvré la vue, déclama ces vers immortels. Laisse ta lampe apparaître vers le minuit au sommet d'une tour solitaire, d'où je puisse deviner la grande ours avec Hermès 3 fois grand, ou déchiffrer le langage de Platon pour découvrir les mondes que l'esprit immortel recèle. Enfin, ce fut le tour du jeune Keats. Les mélodies que l'on entend sont douces, mais celles que l'on n'entend pas sont plus douces encore. Aussi doux, Pipeau, jouez. Lorsque cette génération se sera écoulée, tu assisteras au malheur d'autres que nous-mêmes, fidèle ami de l'homme, à qui tu expliqueras la vérité est dans la beauté dans la vérité. C'est tout ce que tu sais de la terre, tout ce que tu as besoin de savoir. Le chanteur s'arrêta, alors la déesse aux doigts de rose se prosterna aux pieds du maître du tonnerre. Seigneur, s'écria-t-elle, il est temps que j'ouvre les portes de l'Orient. Si Phébus, tendant sa lyre à Calliope, son épouse, décida de partir pour le palais du soleil, semblable à un joyau où les coursiers attelés aux chars dorés du jour piaffaient déjà d'ardeur et d'impatience, Zeus descendit de son trône et posa sa main sur la tête de Marcia. Ma fille, lui dit-il, l'aube approche à présent, retourne sur la terre avant le réveil des mortels. Ne pleure pas, car l'ombre des croyances mensongères disparaîtra bientôt du monde. Guette sans relâche l'arrivée de notre messager. Il t'apportera la paix et le réconfort. Quand Zeus eut prononcé ces mots, Hermès reprit tendrement la jeune fille dans ses bras et l'emporta vers les étoiles qui s'éteignirent au-dessus des mers inconnues. Beaucoup d'années, beaucoup ont passé depuis que Marcia rêvait des dieux du Parnasse. Beaucoup. Ce soir, elle est assise sur le divan du salon, dans la pénombre, mais elle n'est pas seule, son inquiétude a disparu, car près d'elle se tient celui qu'elle attendait. Il est là, le jeune poète parmi les poètes, au pied duquel le monde entier se prosterne. Il dit un texte que jamais personne n'a entendu, mais et qui apportera aux hommes les rêves qui régnaient sur le monde avant que le grand Pan ne s'endorme en Arcadie, avant que les grands dieux ne se retirent dans les jardins fleuris de lotus des Hespérides, au-delà de l'Occident. Dans les cadences subtiles de cette mélodie, l'esprit de Marcia vient de trouver l'apaisement. Elle vient de reconnaître les plus belles notes d'Orphée de Thrace, ces notes qui savaient émouvoir même les pierres et les arbres des rives de l'Èbre. Le chanteur s'est tu, et le cœur battant attend le jugement de Marcia. Que pourrait-elle dire? Que pourrait-elle dire sinon que ces mots, cette mélodie sont
digne des dieux. Tandis qu'elle parle, apparaît à nouveau la vision du Parnasse et la puissante sonorité d'une voix lointaine. Ces paroles guériront tes pas vers le bonheur, et dans ces rêves de beauté, ton esprit trouvera ce à quoi il aspire. Merci à vous et à bientôt.